La Russie dit qu'elle est fermement opposée à tout cessez-le-feu temporaire dans sa guerre avec l'Ukraine, jetant l'avenir du processus de paix dans le doute. Le président Poutine affirme que la Russie ne quittera pas l'Ukraine et ne renoncera à rien de ce qui lui appartient. Poutine refuse de mettre fin à la guerre car à ce stade, la Russie est devenue dépendante de la guerre pour sa survie. Malgré la présence de Zelensky et même de Trump à la table des négociations, Poutine traîne des pieds et refuse d'avoir des pourparlers de paix fructueux. Même en Russie, les gens sont las de se battre. Les oligarques fortunés sont frustrés en silence, supportant le fardeau financier alors que les Russes ordinaires luttent contre l'inflation des produits de base, dont la nourriture. Les victimes de la guerre ont presque atteint 1 million, et pourtant la guerre fait rage. La triste réalité est que la Russie ne peut pas se permettre de cesser la guerre. C'est devenu une économie de guerre, et s'ils font la paix, tous les signes indiquent un effondrement économique d'après-guerre qui détruira la Russie. Pour mieux saisir cette idée, examinons les raisons pour lesquelles la Russie résiste encore, et pourquoi elle se trouve dans une position si délicate. La main-d'œuvre est le premier élément crucial. Au début de la guerre, vous vous rappelez sûrement des gros titres sur de nombreux jeunes Russes contraints de combattre en Ukraine suite aux lourdes pertes militaires. Pour garder son armée forte sans conscription, la Russie a introduit des contrats militaires volontaires. Ces contrats offrent une rémunération élevée et des avantages supplémentaires, faisant de l'armée l'une des meilleures options de carrière. Pour de nombreux jeunes hommes qui n'avaient autrefois que peu d'espoir pour un avenir stable, rejoindre l'armée est devenu un moyen d'améliorer leur vie, de soutenir leur famille et de gagner le respect dans leur communauté. À Moscou, un soldat nouvellement engagé reçoit une prime unique d'1 900 000 roubles, soit environ 21 783 environ. Leur salaire mensuel commence à 210 000 roubles, soit 2 407, ce qui s'ajoute à plus de 5 200 000 roubles, soit 59 616 par an. Comparé au salaire mensuel moyen en Russie de 73 000 roubles ou 837 $, les soldats sous contrat gagnent beaucoup plus. Les hauts salaires ont facilité le recrutement de soldats en Russie. En 2024, plus de 440 000 soldats se sont engagés, soit 107% de plus que l'objectif du gouvernement. Les bureaux militaires du pays croulent sous les demandes d'engagement pour un service prolongé, motivés par la stabilité financière, le logement, les soins de santé et d'autres avantages. La nouvelle stratégie de recrutement du Kremlin est habile. En offrant des salaires avantageux, il favorise l'engagement volontaire, évitant ainsi le contre-coup de 2022 lorsqu'ils ont tenté d'imposer la conscription. Cette approche motive les soldats avec une rémunération juste et assure une stabilité financière à leur famille. Avec plus de volontaires, la Russie peut mieux former et équiper ses troupes au lieu de gérer des conscrits réticents. Ce changement a également créé des opportunités inattendues pour ceux qui restent en arrière. Les économies locales en Sibérie se transforment avec le départ de milliers d'hommes pour combattre, poussant les entreprises à offrir des salaires plus élevés pour attirer les employés. Ce changement a contribué à la croissance économique de la Russie, avec une hausse du produit intérieur brut de 4% au deuxième trimestre 2024. Cependant, il est essentiel de noter que cette croissance est largement alimentée par la production militaire, ce qui peut ne pas être durable à terme. Aujourd'hui, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde. Et pourtant, cette année, son économie devrait croître plus rapidement que toutes les économies avancées, selon le Fonds monétaire international. Et en raison de cette croissance économique, la Banque mondiale a même classé la Russie comme un pays à revenus élevés. D'autres industries telles que la fabrication, l'agriculture et la construction ont aussi dû augmenter les salaires suite à la réduction de la main-d'œuvre. Cela donne aux travailleurs plus de pouvoir de négociation et une meilleure rémunération. Cependant, cette stimulation économique pourrait ne pas durer. Si la guerre s'arrête, des milliers de soldats reviendraient sur un marché du travail qui ne peut pas les soutenir, ce qui entraînerait du chômage et de la colère. De nombreux vétérans nécessiteraient des soins de santé coûteux et une aide financière pour des blessures ou des problèmes de santé mentale, augmentant la pression sur le gouvernement. Malgré les avantages apparents de la guerre, tels que la croissance économique et la fierté nationale, si la Russie fait la paix, tout pourrait s'effondrer. Le pays affronterait d'immenses défis, tels que la création d'emplois et le financement des programmes sociaux, risquant de provoquer de l'instabilité. Maintenir la guerre en cours peut sembler être le choix le plus facile pour l'instant, malgré son coût élevé. Pour la classe ouvrière, une situation tout aussi inédite se profile. Avec de nombreux hommes dans l'armée, il y a moins de main-d'œuvre disponible pour les emplois réguliers. Cela a forcé les employeurs à augmenter les salaires pour attirer les travailleurs, une rare victoire pour les Russes ordinaires. Parallèlement, la guerre a engendré une forte demande en matériel militaire, tels que les armes, véhicules et munitions. Les usines fonctionnent en continu pour répondre à la demande et nécessitent davantage de travailleurs. Cela a mené à une hausse des salaires, plus d'emplois et un chômage à des niveaux records. J'en dirai plus dans un instant. La hausse des salaires peut sembler bénéfique pour les travailleurs, mais elle s'accompagne d'un coût caché, l'inflation. En décembre 2024, l'inflation a atteint 9%, rendant les besoins quotidiens comme la nourriture, les vêtements et même l'essence plus chers.
Malgré la hausse des prix, les salaires ont augmenté plus rapidement, ce qui signifie que de nombreux travailleurs voient dans leurs revenus réels augmenter. Les économistes craignent que cela ne dure pas, car les salaires augmentent sans gain de productivité des travailleurs. Ce décalage pourrait créer une bulle économique qui pourrait éclater et causer des problèmes à l'avenir. L'augmentation des salaires semble être une victoire pour les travailleurs, mais cette tendance crée des effets d'ondulation dépassant les simples chèques de paie. Le marché du travail russe est sous tension alors que les entreprises s'empressent de combler les postes vacants suite au départ des soldats. En décembre 2023, il y avait 2,3 millions d'offres d'emploi à travers le pays. Face à l'abondance d'emplois et à la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont dû augmenter les salaires pour attirer les employés. Au cours de l'année passée, les salaires dans le secteur privé ont augmenté de 8 à 20% selon l'industrie. Parallèlement, le 2,9% son plus bas niveau historique. Cela illustre l'intensité de la concurrence pour les travailleurs. L'ampleur même de la guerre en Ukraine a poussé la Russie dans une économie de guerre avec des dépenses massives en défense et en production militaire. Malgré la tension globale dans le pays, cela a créé des opportunités inattendues pour la classe ouvrière. Entre 2023 et mi-2024, environ 600 000 personnes ont rejoint les usines de défense, portant la main-d'œuvre du secteur à 3 800 000. Cependant, il manque toujours 160 000 ouvriers dans les usines militaires, révélant l'ampleur de la demande de main-d'œuvre. Pour attirer les travailleurs, les entreprises offrent des salaires plus élevés et intensifient leurs efforts de recrutement, offrant à de nombreux Russes un meilleur salaire et des options d'emploi qu'ils n'ont pas vues depuis des années. Toutefois, le manque de main-d'œuvre oblige la Russie à dépendre fortement des travailleurs migrants pour faire tourner l'économie. La région de Volgograd a voulu interdire les emplois dans la construction aux migrants, mais face à la réaction des entreprises, l'interdiction a été annulée. Cela montre comment la guerre a transformé l'économie russe, attirant les jeunes vers l'armée et s'appuyant sur les migrants pour combler les vides laissés. Cette hausse des emplois et des salaires pourrait sembler être une victoire pour de nombreux travailleurs, n'est-ce pas? Cependant, cela a une date limite. À la fin de la guerre, la demande en équipement militaire et les contrats gouvernementaux qui occupent ces usines diminueront. Les usines qui fonctionnent sans arrêt en ce moment pourraient ralentir ou même fermer, entraînant des licenciements et des salaires plus bas. Cela pourrait mettre de nombreux travailleurs en difficulté financière soudaine, provoquant colère et frustration envers le gouvernement. La guerre de la Russie en Ukraine a mis une énorme pression sur le budget du pays, forçant le gouvernement à trouver de nouveaux moyens de lever des fonds. Une mesure majeure a été d'augmenter les taxes pour les grandes entreprises. En 2023, la Russie a mis en place une taxe exceptionnelle pour les entreprises générant plus d'1 milliard de roubles de bénéfices par an. Cette taxe visait à récolter environ 300 milliards de roubles, soit 5,3 milliards de dollars pour financer la guerre. Bien que les Russes ordinaires subissent aussi les conséquences économiques, les plus riches sont les plus touchés par ces nouvelles taxes. Le message du gouvernement est clair. Personne, pas même les plus riches, n'est à l'abri des coûts de la guerre. Ce soir, l'administration Biden déclare vouloir que Vladimir Poutine et les personnes qui l'entourent ressentent la pression d'un nouveau tour de sanctions. La Maison-Blanche a fait cette annonce alors qu'elle resserrait l'étau économique autour du coût de plus d'oligarques russes et de leurs familles. Les sanctions occidentales ont aggravé la situation des oligarques russes, les hommes d'affaires ultra-riches qui contrôlent une grande partie de l'économie russe. Les sanctions incluent le gel des actifs, l'exclusion des systèmes bancaires mondiaux et l'interdiction de faire des affaires en Europe et aux États-Unis. Les milliardaires russes ont ainsi perdu l'accès aux marchés mondiaux et peinent à maintenir leur richesse. L'impact a été énorme. Rien qu'en 2022, les oligarques les plus riches de Russie ont perdu près de 95 milliards combinés. C'est une moyenne de 330 millions perdus chaque jour depuis le début de la guerre. Des oligarques renommés ont vu leur fortune chuter drastiquement. Roman Abramovich, qui a été un jour le propriétaire du Chelsea Football Club et l'un des milliardaires les plus connus de Russie, a perdu 57% de sa fortune en 2022, perdant 7 milliards 800 millions de dollars. Abramovich a été parmi les premiers sanctionnés par le Royaume-Uni pour ses liens étroits avec le Kremlin. Ses actifs au Royaume-Uni ont été gelés, le coupant d'une grande partie de sa richesse internationale. Gennady Timoshenko, ami de longue date de Vladimir Poutine et acteur majeur du secteur de l'énergie, a vu sa valeur nette chuter de 48%, lui laissant 11,8 milliards de dollars. Ces entreprises, dépendantes du pétrole et du gaz, ont souffert de la baisse des achats d'énergie russes par l'Europe et des difficultés de transfert d'argent à l'international. Suleyman Kerimov, un allié de Poutine, a perdu 41% de sa fortune, réduisant sa valeur nette à 9 milliards de dollars. Ses actifs ont été gelés et la perte d'accès aux marchés occidentaux a affecté ses investissements. Les industries ont été touchées différemment par la crise. Malgré la baisse économique générale, certains oligarques, notamment dans la production militaire, s'en sortent bien. Les oligarques investis dans l'industrie de l'armement profitent de la guerre. Avec l'investissement de la Russie dans son armée, ces entreprises bénéficient de plus en plus de contrats gouvernementaux et d'une demande accrue pour leurs produits. Cela les a aidés à se protéger des problèmes économiques plus larges.
Certains oligarques russes ont essayé de contourner les sanctions en déplaçant leurs entreprises dans d'autres pays. Mais ce n'est pas simple, c'est onéreux et risqué, comme dans le cas de Gazprom. Anciennement un acteur majeur sur le marché de l'énergie en Europe, il a dû trouver de nouveaux clients en Asie et vendre son gaz à des prix réduits. Les entreprises dépendantes de partenaires occidentaux peinent à trouver de nouvelles sources de revenus. Malgré la richesse et la puissance des oligarques, les sanctions compliquent la préservation de leur fortune. Délocaliser leurs entreprises pourrait aider à contourner les sanctions, mais cela comporte des coûts et des risques importants. Malgré leurs pertes financières, les oligarques ne s'opposeront probablement pas à Poutine, qui s'est assuré de leur loyauté au fil des années. Il a lié leur fortune au gouvernement, donc ils dépendent de lui pour conserver leur richesse. Les oligarques s'étant opposés au Kremlin par le passé ont subi de lourdes conséquences, comme l'exil forcé ou l'emprisonnement. Cela a effrayé les autres au point de les rendre silencieux. Malgré le mécontentement de nombreux oligarques face à la situation actuelle, ils n'ont ni le pouvoir ni le courage de s'opposer à Poutine. Les difficultés financières des oligarques poussent la Russie à poursuivre la guerre en Ukraine, car y mettre fin serait très coûteux. De l'argent nécessaire pour rebâtir l'armée et restaurer l'économie. Pour payer cela, le gouvernement pourrait taxer encore plus les oligarques, ce qui les blesserait encore plus. De plus, si la guerre se termine, les oligarques pourraient tenter d'accroître leur pouvoir, perturbant ainsi le système politique. Ainsi, le Kremlin essaie d'équilibrer les coûts de la guerre tout en maintenant la stabilité à la maison. Les retraités russes sont confrontés à de graves défis dus aux répercussions économiques de la guerre en Ukraine. De nombreux retraités russes, avec des revenus fixes, voient leur pouvoir d'achat diminuer. Cela les rend particulièrement vulnérables à la hausse des prix causée par l'inflation. Pour les retraités, les articles essentiels tels que la nourriture, les médicaments et les services publics sont devenus nettement plus onéreux. De ce fait, de nombreux retraités peinent à s'offrir même les produits de première nécessité. Par exemple, l'été dernier, le prix des œufs a bondi de 42%. Ceci illustre simplement la hausse substantielle du coût des produits du quotidien. D'autres articles essentiels pour les retraités, comme les bananes, les tomates et les pommes de terre, ont aussi subi des hausses de prix comparables. Cela complique la situation pour les personnes à revenus fixes. Les retraités ont encore plus de difficultés car ils n'ont pas la possibilité d'augmenter leurs revenus pour compenser l'inflation. Contrairement aux ouvriers, ils ne peuvent pas aisément changer d'emploi ou réclamer une hausse de salaire. De nombreux retraités doivent donc réduire leurs besoins essentiels ou choisir entre acheter de la nourriture et payer des médicaments vitaux. Cela leur a causé beaucoup de stress et de difficultés. Le Kremlin sait que les retraités en Russie ont du mal à suivre l'augmentation du coût de la vie. Lors des conférences de presse, les responsables parlent de la difficulté pour les retraités de se payer le nécessaire, comme les œufs, qui sont devenus un symbole des problèmes économiques du pays. Mais simplement parler du problème ne le résout pas. Cela montre que le gouvernement craint que cela n'entraîne des problèmes plus graves, comme des manifestations, voire des troubles politiques. En 2018, le gouvernement a tenté d'augmenter l'âge de la retraite, un exemple marquant de cette tendance. Cette décision a déclenché des manifestations des retraités et de la classe ouvrière, qui redoutaient de futures coupes similaires. Les manifestations massives ont prouvé que les retraités peuvent s'organiser et se faire entendre. Malgré l'imposition des réformes par le gouvernement, la réaction a été un avertissement clair. Les retraités sont un groupe puissant. Si l'inflation continue d'augmenter sans que les pensions ne suivent, de nouvelles manifestations sont probables. Cela pourrait déstabiliser sérieusement le gouvernement. Pour calmer les choses, le Kremlin pourrait envisager d'augmenter les paiements de pensions. Cela aiderait les retraités à suivre l'inflation et à alléger leurs difficultés financières. Mais cela coûterait plus au gouvernement, dont le budget est déjà tendu à cause de la guerre. Pour financer la hausse des pensions, le gouvernement devra trouver des fonds. Une option est de taxer davantage les riches, comme les oligarques. Une autre est d'augmenter les impôts sur la classe ouvrière. Vous pourriez penser que ce n'est pas une mauvaise idée, mais les deux choix comportent des risques. Si les oligarques sont trop taxés, ils pourraient se rebeller contre le gouvernement. L'augmentation des impôts pour la classe ouvrière pourrait annuler leurs gains économiques de guerre et susciter du ressentiment. Une autre idée est de redistribuer la richesse en taxant les revenus. Cela signifierait prélever une partie des profits des travailleurs pour aider les retraités. Mais cela pourrait créer des tensions entre travailleurs et retraités. Si les travailleurs ont le sentiment de perdre en soutenant les retraités, cela pourrait aggraver les troubles. Les difficultés des retraités montrent aussi pourquoi la Russie ne peut pas se permettre de terminer la guerre simplement. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil avec moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous devraient lancer une chaîne YouTube, mais si vous y avez déjà pensé, surtout une chaîne sans visage comme celle-ci, c'est le moment idéal pour se lancer. YouTube paie des millions chaque jour aux créateurs, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes plus petites. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur comment commencer et comment développer une chaîne.
Nous recevons régulièrement des questions par email de votre part. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement pour le prix très bas de totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou à l'écran. Inscrivez-vous vite, car contrairement aux vidéos YouTube, le camp d'entraînement est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. D'accord, revenons à la vidéo. Si la guerre s'arrête, le gouvernement devra toujours faire face à d'énormes défis économiques. Il aura besoin d'argent pour la reconstruction après la guerre et pour faire face aux retombées économiques. Cela pourrait impliquer plus de coupes dans les pensions ou une hausse des impôts, compliquant davantage la vie des retraités. Pendant longtemps, les dépenses militaires ont soutenu l'économie russe, rendant leur disparition soudaine un problème majeur pour le Kremlin. La fin de la guerre en Ukraine déclencherait probablement une grave crise économique en Russie, entraînant une série de défis que le Kremlin cherche à éviter. L'une des plus grandes préoccupations pour la Russie est la fin soudaine des dépenses de défense, devenue vitale pour son économie pendant le conflit. En 2025, la Russie prévoit d'augmenter son budget de défense de 25%, allouant 13,5 billions de roubles, environ 145 milliards, représentant 6,3% de son produit intérieur brut. C'est le pourcentage de dépenses militaires le plus haut depuis la guerre froide. Cet investissement conséquent soutient divers secteurs, notamment la production d'équipements militaires comme des chars, des armes et des munitions. La fin de la guerre entraînerait une baisse significative des dépenses militaires russes. De nombreuses usines produisant actuellement des fournitures militaires à pleine capacité ralentiraient soudainement ou fermeraient complètement. Ce changement causerait des pertes d'emplois massives, notamment dans les secteurs de la défense. Avant la guerre, le taux de chômage en Russie était très bas, à seulement 2,3% en octobre 2024. Le déplacement soudain des travailleurs des emplois liés à la défense pourrait augmenter le chômage, intensifiant la concurrence pour les postes disponibles. Cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les salaires, en raison d'une forte demande d'emploi sur un marché déjà tendu. Une réduction des salaires diminuerait le niveau de vie de nombreux Russes, en particulier ceux qui ont déjà du mal avec des revenus plus faibles. La classe ouvrière, relativement stable pendant la guerre, serait maintenant confrontée à de sérieuses difficultés économiques. Cela pourrait mener à une frustration grandissante, potentiellement source de protestations et de mécontentement public. Un tel mécontentement mettrait en défi l'autorité du Kremlin, compliquant la gouvernance et le maintien du contrôle. La situation est encore compliquée par la décision de la Banque centrale russe de maintenir des taux d'intérêt élevés, autour de 20% pendant le conflit. Les taux d'intérêt élevés ont contrôlé l'inflation, mais ont aussi freiné l'investissement dans l'économie civile. Cela a entravé la croissance et l'innovation dans d'autres domaines. Après la guerre et la réduction des dépenses militaires, un vide économique créerait une stagnation. La stagnation économique et les taux d'intérêt élevés rendraient la vie difficile pour les entreprises et les consommateurs. Des coûts d'emprunt élevés pourraient dissuader les entreprises d'élargir ou de démarrer de nouveaux projets. Parallèlement, les consommateurs pourraient peiner à s'offrir des biens et services, leur salaire diminuant et la sécurité de l'emploi devenant plus incertaine. La réticence du Kremlin à mettre fin à la guerre s'explique en partie par le désir d'éviter ses conséquences économiques. Le secteur de la défense est devenu si important pour l'économie russe que tout changement soudain dans son financement pourrait avoir des effets de grande portée. Le gouvernement affronte un défi ardu, gérer la transition vers une économie de paix tout en résolvant les problèmes sociaux liés à un tel changement. La transition de la guerre à la stabilité est complexe et les contraintes financières sont de plus en plus pressantes. La Banque centrale de Russie fait face à des défis importants pour gérer l'économie du pays, avec le conflit en cours, ayant fixé les taux d'intérêt à 21% par an. Ces taux élevés, en place depuis fin 2024, visent à contrôler l'inflation, qui était d'environ 10% début 2025. La Banque centrale tente de maîtriser l'inflation, mais elle fait face à des choix ardus dans ce processus. L'un des principaux problèmes des taux d'intérêt élevés est qu'ils rendent l'emprunt d'argent plus coûteux. Des taux d'intérêt élevés font hésiter les entreprises lorsqu'elles ont besoin de prêts pour grandir ou démarrer de nouveaux projets. Les entreprises sont donc moins enclines à emprunter pour leur expansion, freinant ainsi les investissements. L'économie devient plus dépendante des dépenses militaires pour sa croissance au lieu de nouvelles activités commerciales. En regardant vers l'avenir, la Banque centrale prévoit que l'inflation diminuera avec le temps. On s'attend à ce que l'inflation chute entre 4,5% et 7,7% d'ici 2025, avec l'objectif d'atteindre 4,0% d'ici 2026. Pour ce faire, la Banque centrale prévoit de maintenir des taux d'intérêt élevés entre 17% et 20%. L'économie russe est également menacée par la stagflation. La stagflation est une situation où l'économie ne croît pas, mais les prix continuent d'augmenter. La Russie affiche des signes de stagflation, 9%, et une croissance économique principalement stimulée par les dépenses militaires élevées du gouvernement.
Quand le conflit s'achèvera, le gouvernement russe devra réduire ses dépenses. Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque centrale de Russie, a été louée pour sa gestion de l'économie malgré les sanctions occidentales et l'inflation. Cependant, après la guerre, elle devra prendre des décisions encore plus ardues en tentant de concilier croissance économique et risque d'inflation accrue. La politique monétaire de la Banque centrale est un exercice d'équilibre délicat. Les taux d'intérêt élevés visent à contrôler l'inflation, mais ils ralentissent aussi l'investissement et entravent la croissance des entreprises. Après le conflit, le gouvernement réduira probablement ses dépenses, risquant d'augmenter le chômage et l'inflation. La gestion de ces défis par le gouverneur Nabiullina sera cruciale pour façonner l'économie russe dans les années à venir. Quand la guerre en Ukraine prendra fin, la Russie devra affronter de multiples problèmes qui pourraient déstabiliser le pays de l'intérieur. La guerre a déjà profondément changé l'économie russe, et la fin du conflit engendrera un chaos qui risque d'annuler une bonne partie des avancées récentes du pays. Au fil de la guerre, la Russie a dépensé une somme considérable pour son armée. Mais quand la guerre finira, le gouvernement réduira sûrement les dépenses militaires. Cela signifie que beaucoup de ces usines fermeront et des milliers de travailleurs pourraient perdre leurs emplois. Ce changement soudain d'un faible taux de chômage à un chômage de masse frappera durement les gens, en particulier dans des endroits comme la Sibérie et le Caucase, où les familles ont déjà du mal à faire face à la hausse des prix et à l'inflation. Pour de nombreux travailleurs, la fin de la guerre pourrait être un désastre. Avec la réduction des dépenses de défense, les emplois qui en dépendaient disparaîtront, laissant les travailleurs sans ressources pour subvenir aux besoins de leur famille. Cela pourrait mener à une colère et une frustration générale, poussant les gens à manifester dans la rue pour exiger du changement. Un autre défi majeur pour la Russie après la guerre sera la réintégration des vétérans dans la vie civile. Pendant la guerre, de nombreux soldats envoyés au combat se sont habitués aux salaires et aux avantages liés au service militaire. Retrouver une vie normale sera difficile pour eux, surtout si peu d'opportunités d'emploi les attendent à leur retour. Pour y remédier, le gouvernement a tenté d'aider les anciens combattants grâce à des programmes spéciaux. En 2023 environ, 8500 anciens combattants et leurs enfants ont obtenu des places à l'université grâce à un quota spécial. L'objectif était de les aider à s'éduquer et à s'intégrer dans la société d'après-guerre. Mais tous les anciens combattants ne pourront pas profiter de ces programmes. Sans soutien adéquat, certains vétérans pourraient se sentir abandonnés par le gouvernement. Cela pourrait mener à de la colère et de la frustration, particulièrement s'ils ne parviennent pas à trouver un emploi, obtenir des soins adéquats ou recevoir les avantages promis durant la guerre. La réintégration des anciens combattants est un enjeu majeur de la récupération post-guerre en Russie. Si le gouvernement ne gère pas cela avec précaution, les anciens combattants pourraient devenir une source d'instabilité, compliquant le progrès du pays après la guerre. Le Kremlin fait face à un dilemme ardu concernant la guerre en Ukraine, avec des risques importants, qu'il continue le conflit ou y mette fin. D'une part, la prolongation de la guerre provoque des problèmes économiques, mais d'autre part, l'arrêté pourrait conduire à un effondrement économique immédiat et à des troubles sociaux. La guerre affecte l'économie russe, le pouvoir politique et le besoin de changements à long terme, qui sont liés à la poursuite ou à la fin du conflit. Maintenir la guerre ne se résume pas à la stratégie militaire. Il faut aussi satisfaire les partisans clés. L'armée et les ouvriers, deux soutiens du gouvernement, ont profité de la guerre. Les soldats sont bien payés et leurs familles reçoivent des avantages, ce qui les maintient loyaux. Les salaires des travailleurs ont augmenté en raison des pénuries de main-d'œuvre dues à la guerre. Cela a créé un faux sentiment de stabilité sur lequel le gouvernement compte pour rester au contrôle. Si la guerre se termine, les soldats perdraient leur bon salaire et les travailleurs verraient leur salaire baisser à mesure que les dépenses de défense diminuent. Cela pourrait entraîner mécontentement et protestations, menaçant l'autorité du gouvernement. La guerre nourrit la loyauté et l'économie de certains. Y mettre fin pourrait défaire la stabilité même à laquelle le gouvernement s'accroche. Un arrêt soudain des dépenses militaires choquerait l'économie, car le coup de pouce artificiel de l'économie de guerre serait supprimé. Cela risque d'entraîner une récession, avec hausse du chômage et de l'inflation. Le besoin de réformes économiques à long terme complique davantage la décision du Kremlin. Pour stabiliser l'économie après la guerre, la Russie devrait investir dans les industries civiles, reconstruire les infrastructures et réduire les dépenses militaires. Cependant, ces réformes requièrent une ouverture qui pourrait affaiblir le pouvoir de Poutine. Les oligarques fortunés qui ont perdu une partie de leur richesse pendant la guerre pourraient exiger des changements politiques en échange de leur soutien à ces réformes. Cela pourrait entraîner un changement de pouvoir en Russie et affaiblir le Kremlin. De plus, les tentatives de réforme se heurteraient à l'opposition de certains groupes du gouvernement et de l'armée qui profitent du statu quo. La fin de la guerre impacterait aussi les Russes. L'inflation, déjà problématique pendant le conflit, s'aggraverait sans doute avec la dépréciation continue du rouble. Cela nuirait aux retraités et aux personnes à revenus fixes, car leur argent perdrait de sa valeur.
Le gouvernement devrait trouver des moyens d'atténuer l'impact, comme augmenter les paiements de pension ou subventionner les biens de base. Cependant, ces mesures augmenteraient les dépenses publiques, accentuant la pression budgétaire. La classe ouvrière, face à des salaires réduits et à l'inflation, pourrait solliciter plus d'aide gouvernementale, pesant davantage sur l'économie. À long terme, l'économie russe devrait se transformer entièrement pour se relever de la guerre. Cela nécessiterait de réaffecter des ressources du secteur militaire vers les industries civiles, de reconstruire les infrastructures et d'attirer des investissements étrangers. Mais les sanctions de l'Occident et la perte d'affaires étrangères rendent cela difficile. La reconstruction de l'économie nécessiterait un leadership politique fort et des décisions difficiles, comme la réduction du pouvoir militaire accru pendant la guerre. Les choix du Kremlin sont également compliqués par les risques politiques de mettre fin à la guerre. L'armée, renforcée par le conflit, pourrait s'opposer aux réductions des dépenses militaires et à la perte d'influence. La classe ouvrière, face aux défis économiques d'après-guerre, pourrait s'irriter si elle estime que le gouvernement n'a pas défendu ses intérêts. Les riches oligarques qui ont perdu de l'argent pendant la guerre pourraient exiger plus de pouvoir politique, entraînant un changement dans la structure du pouvoir en Russie. Ces facteurs compliquent pour le Kremlin la fin de la guerre sans instabilité politique et économique.